Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine au Salon Patriotique. Voici le sommaire de cette émission. Les rassemblements de leaders congolais pour le changement face aux défis de transformation des classes sociales en RDC. Comment les nouvelles générations de leaders peuvent-elles incarner le changement tant entendu par les Congolais? Réponse dans cette émission. Baisse du dollar, quel impact sur l'économie congolaise et le pouvoir d'achat des citoyens? Entre soulagement et incertitude, la chute du dollar face au franc congolais interroge. Bonne nouvelle pour certains, sujet d'inquiétude pour d'autres. Quels facteurs expliquent cette baisse et quelles conséquences pour l'économie nationale? Et puis, RDC Rwanda Kinshasa refuse de signer les cadres économiques de l'accord de Washington. Après la signature d'un accord de paix sous médiation américaine, Kinshasa marque une réserve sur l'aspect économique du traité en dénonçant la présence continue de troupes rwandaises sur le sol congolais. Une décision qui rouvre le débat sur la conscience, la souveraineté et la mise en œuvre réelle de la paix. Nous en parlons avec Barnabé Milingagno, un homme de conviction, debout sur ses valeurs, qui appelle à une nouvelle façon de faire la politique, plus proche du peuple, plus engagé et plus responsable. Il est président national du RLCC, parti politique évoluant à Kinshasa. Mais avant d'ouvrir cet entretien et d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à découvrir le portrait de notre invité. Des collines verdoyantes de Bukavu jusqu'au débat politique de Kinshasa, un nom s'est imposé par sa constance et son franc-parler. Barnabé Milingagno Wimana, homme de terrain, issu du Sud Kivu, il s'est fait connaître pour ses prises de position directes et son engagement en faveur d'un Congo plus juste et plus responsable. Président du Rassemblement des leaders congolais pour le changement, le RLCC en sigle, Barnabé Milingagno défend depuis plusieurs années une vision politique centrée sur la vérité, la discipline et la bonne gouvernance. Pour lui, la reconstruction du pays passe avant tout par le courage moral et la responsabilité individuelle des dirigeants. En 2020, ces déclarations tranchées lui valent une condamnation à 3 ans de servitude pénale, une période difficile qu'il décrit aujourd'hui comme une preuve de conviction. Libéré en novembre 2023, il affirme être revenu plus déterminé que jamais à poursuivre son combat pour la liberté et la dignité du peuple congolais. Toujours présent sur la scène nationale, Barnabé Milingagno se veut la voix d'une génération politique qui refuse le compromis facile. Il plaide pour un Congo réconcilié avec lui-même, où la vérité et la justice guidera l'action publique. Aujourd'hui, il est l'invité du Salon Patriotique. Barnabé Milingagno, bonjour et bienvenue sur ce plateau du Salon Patriotique. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir invités. Alors, votre parti politique, le RLCC, se présente comme un mouvement de renouveau politique. Quelle est aujourd'hui votre définition concrète du changement pour la RDC? Le changement doit être considéré comme une révolution. Parce que généralement, le concept de changement, sur le plan philosophique, peut sembler être beaucoup de réformes difficiles. Par exemple, on ne peut pas dire qu'on roulait à droite, maintenant on va commencer à rouler à gauche. Mais le changement dans notre conception doit être considéré comme une révolution dans les soucis de la crainte. Non seulement de la crainte de l'éternel, comme dit les chrétiens, mais aussi de la crainte Yamibeko. Savoir craindre la loi, savoir respecter le patrimoine commun, ne jamais travailler pour soi-même, savoir se prendre en charge, ne jamais trahir, comme disait Mouzé. Donc c'est dans ce sens-là que nous prenons le changement. Revenir au patriotisme, renforcer la cohésion sociale. Je vais te donner par exemple un exemple. Nous avons constaté que toute la jeunesse est pratiquement escroquée par les études. On passe beaucoup de temps à l'école
Et au finish, ça n'a pas un apport significatif dans la vie de la nation. Notre changement va viser, par exemple, à réduire les temps qu'on passe à l'école. Tu t'imagines, c'est presque 25 ans qu'on étudie. Ouais. Donc toute la jeunesse, au lieu de se marier, au lieu de commencer à servir pour le pays, tu termines 24-25 ans, tu dois encore chercher l'emploi. Tu as 30 ans pour les filles, par exemple, c'est trop demandé déjà. Et nous pensons qu'il faut sérieusement réduire le temps passé à l'école, même de 10 ans. Parce que prochainement, l'école chez nous, ça sera juste apprendre aux gens à poser de bonnes questions à l'intelligence artificielle. Parce qu'avec l'avènement de la technologie, l'école, ça ne sera plus comme on a toujours connu, des Jean-Baptiste de la Salle, où on met tout le monde ensemble, vous êtes à 60, il y a ceux qui sont par exemple doués, d'autres trop faibles, mais avec l'environnement qui est sérieusement dégradé, avec le terrorisme, avec l'insécurité, petit à petit les gens vont quitter cette notion d'aller se regrouper dans une salle comme des animaux, vous passez 8 heures, 12 heures en train de répéter des choses, par exemple, qui n'ont pas beaucoup d'importance dans la vie. Par exemple, on enseigne aux gens l'automne, qu'est-ce que nous on a à faire avec l'automne. On enseigne aux gens que la mouche a 4 pattes. Tout le monde, ça, on peut connaître. Ouais. Mais on ne peut plus apprendre aux gens comment écrire les lettres ou comment être secrétaire. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça pourra aller facilement. Et donc, nous, le changement va être dans le sens où il faut renforcer la cohésion nationale. C'est-à-dire, la jeunesse, on passera plus dans le scoutisme, dans les sports en commun, les services nationaux, l'armée, la police. Mais vous parlez souvent de leadership citoyen. En quoi ce concept diffère-t-il du leadership politique classique tel qu'on les connaît déjà ici en RDC? Excusez-moi, je ne sais pas si au Congo on connaît encore le leadership. Non, le leadership, c'est cette capacité qu'a un leader d'imprimer ou de persuader, d'influencer des dirigeants, orienter les gens vers sa vision. C'est ce que je suis en train de faire ici. Et donc, les gens doivent savoir que nous avons une vision pour ramener la paix, nourrir les Congolais et les rendre beaucoup plus utiles. Je vais te donner 2 exemples. Je prends le cas du Burundi. Au Burundi, on a fait la réforme, on a fait ce qu'on appelle l'enseignement par objectif. Ça veut dire qu'ils ont remarqué les problèmes qu'ils ont et on enseigne aux gens comment résoudre ces problèmes. Nous avons un problème des érosions. Ça ne s'enseigne pas. Ici, à l'ouest surtout, il n'y a pas les idées, les idées de développement. Nous sommes un pays sous-développé, mais tu trouves la polytechnique, je crois, seulement à l'UNIKIN et à l'ULPGL. Ce sont des facultés qu'on devrait encourager. L'Iran a fermé toutes les facultés, a laissé seulement les ingénieries. Et aujourd'hui, bien que c'est un pays isolé, c'est l'Iran qui produit les drones qui frappent en Ukraine. C'est l'Iran qui a ils ont démontré qu'ils peuvent maîtriser les États-Unis. Donc nous pensons que nous aussi, notre enseignement va tourner dans ce sens-là. Je donne un autre exemple. L'Éthiopie a plus de 6 millions de militaires. Ils sont que ça a 26 millions d'habitants. Mais en quoi votre leadership est différent de ce qu'on vit déjà ici? Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que tu trouves que c'est la même chose que chez les autres? Je trouve que c'est la même chose. Ah donc ça c'est toi alors. Non, je t'ai dit que ce n'est pas la même chose. Les autres ont le leadership de corruption. Les autres sont dans le tribalisme. Toi tu penses que nous sommes dans ça? On n'est pas dans ça. C'est très différent. Nous avons compris qu'il faut remettre la justice au centre. Il faut une bonne gouvernance. Et il faut arrêter les dialogues. Je suis en train de te dire que c'est différent parce que les gens passent beaucoup de temps sur le banc de l'école qui n'apportent rien. Tu comprends ça? Je peux même te choquer. Celui qui termine en maths physique au Congo peut faire quoi? Tu vois qu'il ne peut rien faire. Je te donne un autre exemple. Dans d'autres cieux, je ne peux pas te demander ton âge, on est sur un plateau. Mais fais l'enquête, tu trouveras que les Congolais de 30 ans étaient capables aujourd'hui d'avoir 9 enfants. Un Congolais de 30 ans. Donc il faut ramener les Congolais. Le Burkina Faso, le capitaine Traoré est en train de faire ça au Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso produit les ananas, produit tout. Ils ont compris que ça ne sert à rien de parler français ou de continuer à réfléchir comme ce que faisait la France, à prendre des citoyens africains qui ont grandi, qui ont vécu
en Europe et venir les imposer aussi comme des dirigeants. Ils n'ont pas amené le développement. Ici, je te parle de trickle down, c'est-à-dire que les initiatives de développement ne commenceront plus au sommet. Ça sera en bas. Chaque peuple, chaque quartier, chaque commune, chaque territoire doit se conformer à l'article 3 de la Constitution pour déclencher le développement à la base. Les RLCC prônent un changement de mentalité et de gouvernance. Mais concrètement, par où alliez-vous commencer avec ces changements dans un pays encore miné par la corruption, le clientélisme et les divisions? Bon, le changement de mentalité, apparemment c'est un slogan vide. Nous, on n'est pas très fanatique de ça. Mais nous pensons que si la justice est équitable, la justice peut imposer des changements de mentalité. Je vais te dire que le Congo est très vaste. Il y a des coins où on a des mentalités très différentes. Ce qui est important, c'est d'avoir une justice pour tout le monde. Tu comprends? Et c'est ce que ça va être obligé. Ça va même s'imposer de soi-même. Mais ça doit passer par l'implantation des institutions. Il faut désormais que chaque mètre carré de notre pays soit couvert par un procureur. Il faut que l'ANR regarde chaque mètre carré. Il faut que la DEMIAP regarde chaque mètre carré. Donc nous allons imposer la justice. Et c'est la justice qui va automatiquement déclencher la bonne gouvernance s'il y a la cohabitation pacifique entre les peuples. Et tu verras que les mentalités vont changer. S'il n'y a pas corruption, je vais te donner un exemple. Chaque institution au Congo récolte au moins 1 franc. Mais pourquoi les gens boudent de payer? Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas les retomber. J'ai suivi une très chère compatriote qui a fait une émission, elle parlait de la SNEL, qu'il faut commencer à payer les factures, tout ça. Vous savez pourquoi les gens boudent? Ou pourquoi les gens boudent de payer Parce que vous payez, mais vous ne voyez pas l'impact. Tu vois un peu ça. Le courant peut venir 2 heures une fois la semaine, mais vous donne la facture comme si vous avez commencé pendant 1 mois. Mais si vous voyez qu'il y a coupure de courant et que la SNEL vient s'impliquer, je me rappelle dans les années 80, j'étais en Ituri, le courant est parti seulement une fois. Et donc si le courant est stable, on peut faire la provision. Tu vois un peu, c'est-à-dire avec un petit salaire, tu peux savoir faire ta provision. Donc, le changement que nous prenons, c'est que les Congolais puissent sentir l'impact de la bonne gouvernance. Et que ceux qui ont l'habitude de détourner, désormais doivent comprendre que non, attention, ça peut entraîner 4 générations. C'est-à-dire que s'il est établi que vous avez détourné de l'argent à la République démocratique du Congo, on vous arrête, on vous ravit tous les biens, et l'amende peut même amener 4 générations à payer cela. Depuis plusieurs semaines, Barnabé Milingagno, les francs congolais se renforcent face au dollar. Selon vous, cette baisse du dollar est-elle le résultat d'une politique économique maîtrisée ou simplement d'une fluctuation conjoncturelle? Je crois que c'est conjoncturel parce que le gouverneur de la Banque centrale, M. Amiso, vient de parler. Oui, il a parlé ce matin. Il a expliqué pourquoi nous avons ces résultats-là. Il dit ceci. Quand il arrive comme gouverneur de la Banque centrale, il constate qu'il y avait pratiquement carence de devises sur le marché. Et lui, il a injecté 50 millions. Pouf, sur le marché, il donne 50 millions. En deuxième partie, il exige, parce qu'il dit que nous sommes dans une période où les entreprises sont en train de payer les impôts. Alors lui, comme Banque centrale, il exige que le paiement des grandes entreprises se passe en francs congolais. Conséquence, tous ces mining, tous ces grandes entreprises, ils raflent, ils cherchent les francs partout pour payer les taxes. Et donc la rareté de francs sur le marché avec les coûts qui viennent de mettre de 50 millions, effectivement, on compte. Mais, toute chose étant par ailleurs égale, tu vas remarquer que ça n'a pas un impact dans la vie. D'ailleurs, ça n'a pas un impact positif. Dans quel sens? Le carburant aujourd'hui, à dater d'aujourd'hui, passe à 26. Le taux, probablement, est à 24. Mais il y a quelques jours ici, le carburant était à 10 litres, était 30 000. Et le taux était à 28. C'est-à-dire, pour avoir 10 litres, on ajoutait 2000 francs. Même si nous descendons à 24 et à 26, nous allons toujours continuer à ajouter les 2000 francs. Question,
est-ce que ça va rester stable quand il y aura la paye? Parce que généralement, ça ne peut être évalué que lorsqu'il y a la paye. Donc, quand les fonctionnaires ou les agents d'une manière générale sont payés et aussi vont acheter, c'est ce circuit-là qui va nous pousser à évaluer si ça va être durable ou si ça va être conjoncturel. Mais certains économistes évoquent les risques d'une illusion monétaire. Un franc fort, mais une économie toujours dépendante des importations. Quelle est votre lecture sur cette situation? Non, ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison. Ça ne sert à rien de faire des actes de populisme, hein, dans le cas du marketing personnel. Nous devons plutôt, les 50 millions, ils pouvaient les donner au crédit, au lieu de les imposer comme ça sur les marchés. Ils pouvaient donner ça comme, ils pouvaient donner au FI, hein. Les FI pouvaient donner des crédits aux gens et que les gens pouvaient produire. Parce que je te dis, le peuple congolais a seulement besoin de deux choses. Pour le moment, c'est la paix et la nourriture. Donc, amenons les gens à manger. Oui, mais bien sûr, cette procédure-là va nous conduire à cela. En faisant quoi? Est-ce qu'en injectant 50 millions, ça veut dire 50 millions d'ananas qu'on a plantés? Non. Ce n'est pas ça. C'est une erreur. C'est une erreur. Hein, vous ne partagez pas cette Non, j'ai toujours dit que c'est un geste pour distraire le chef de l'État, lui dire que voilà, je suis là, j'ai même ma marque. Mais on ne devrait pas injecter ces 50 millions. Toi-même, dans ta question, tu as été clair que les économistes ont dit que ce n'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est produire. Hein, et le gouvernement doit encourager tout le monde à produire. Produire, ça veut dire quoi? Lona, Buka, Lamba, Lia. C'est ça, produire. Aux Aïbélé, au Bombi. Je donne un exemple qui va amener à une crise. Ça va amener une crise aujourd'hui aux États-Unis. Trump, quand il arrive, le président américain, il considère qu'on escroque les États-Unis et que les gens produisent à l'extérieur et qu'on amène des produits de consommation chez eux. Qu'est-ce qu'il met comme politique? Quand il arrive, il fait comme le gouverneur de la Banque centrale. Allez, paf, il élève les droits des douanes. Il multiplie fois 35, fois ainsi de suite. Ah bon, les autres ont dit, ok. Bon, maintenant, comme on ne peut plus importer ni exporter aux États-Unis, vous avez multiplié pour récupérer les devises où vous pensez que vous escroquez, d'accord? Nous, on ne va plus acheter chez vous. Conséquence, le plus grand acheteur des produits américains, c'est les Chinois et les Indiens. Ils ont dit désormais, on n'achète plus aux États-Unis. Tu vois quoi? Alors, le fermier américain qui a produit, qui a 400 000 hectares de maïs, il va le vendre où? Il ne sait plus le vendre chez les Indiens, il ne sait plus le vendre chez les Chinois. Conséquence, eux aussi commencent à stocker. Est-ce que ça va en Toko? On ne sait rien. C'est-à-dire, parfois, il faut éviter de prendre des mesures, du populisme pour montrer que vous êtes là. Trump croyait que tout le monde va dire, bon, ok, nous allons nous incliner, on va vous demander pardon. Non, non, les gens ont dit, ok, au lieu d'acheter aux États-Unis, la même quantité qu'on achète aux États-Unis, on achète au Brésil, on achète en Inde. Maintenant, si nous, Congolais, on produisait, on allait acheter chez nous. L'Éthiopie vend les fleurs et les Kenyans vend plus les fleurs et les Kenyans. Nous, à l'international, on vend quoi? On ne vend rien. Nous, on vend seulement les discours, bon, Génocoste, on vend seulement les discours qui a Kagame nous dérange, on vend toujours un discours comme ça. Mais on devrait vendre les papayes, on devrait vendre les mangues. Si tu fais la route de notre national numéro 1 ici, Congo central, tu sais qu'il y a des fruits qui tombent et qui pourrissent. Et nous sommes même incapables de conserver les mangoustins ici. On ne peut pas manger les mangoustins toute une année. À Kinshasa, nous avons une formule qui n'est pas mauvaise, mais sur le plan économique, ça devrait interpeller le fruit de la saison. Ici, nous sommes habitués que s'il y a la période de bananes, nous mangeons les bananes, la période de mangue, nous mangeons les mangues, les mangoustins. Mais tu ne peux pas avoir les mangoustins au mois de janvier ni au mois de décembre. Et pourtant, ça se produit ici à moins de décembre. Kassangoulou, c'est à 15-20 km d'ici. Donc c'est ça, il faut éviter de faire cette politique spectacle. On a besoin d'attaquer dans le fond. Et c'est en cela que Bukangalonzo fut un bon projet, malheureusement qui a été politisé. Mais quand nous serons aux affaires, nous allons faire 22 à 26 parcs agroindustriels. Vous ramener ces dossiers qui est déjà dans les tiroirs sur la table, le dossier Bukangalonzo? Ça, c'est la conception. On a sanctionné un individu qu'on a cru qu'il devrait être candidat président, ainsi de suite. Non, mais c'est un investissement. Est-ce qu'on doit abandonner l'investissement qui existe, les avions, les centres hydroélectriques qu'on a mis à Bukangalonzo,
Tous ces champs, les machines, on ne peut pas les abandonner. Les abandonner, d'ailleurs, c'est punissable, c'est condamnable par la loi. C'est-à-dire que nous devons, quand nous allons arriver, on doit... D'ailleurs, je salue Kitebi, qui est de Kwango, qui était l'un des grands pionniers de ce projet, d'implanter Bukangalonzo dans sa province. Parce que vous en parlez, permettez que je vous pose une question là-dessus. Pourquoi ce projet Bukangalonzo n'a pas marché, selon vous? Simple, parce que Bukangalonzo venait résoudre un problème de fond. Au Congo, nous importons 2 milliards. Et ceux qui fournissent sont les Indo-Pakistanais. Donc la FEC est soutenue par les Indiens, les Libanais que tu vois ici, qui nous amènent de tout. Hein. Ici, chez nous, on importe tout. Même des pacotilles. Maintenant, Bukangalonzo avait l'intention de dire, bon, ok, comme à Kinshasa, on consomme le maïs. Allez, stop. On ne veut plus importer le maïs, on implante le maïs. Le service national est en train de faire ça. Tu vois aujourd'hui, le général Kasson Kabouik, et maintenant il commence à fournir le maïs dans les Kasaï, dans les Lomami, partout. C'était ça l'intention, en fait. Et moi, j'ai toujours pensé, les 50 millions, par exemple, de les faire, il fallait donner ça à Kasson. Au général Kasson Kabouik, le service national, il pouvait nous ouvrir encore d'autres champs, dans les Bazouilé ou Touilé et consorts. On aurait probablement beaucoup de production que, en étant excédentaire, on pouvait vendre. Mais le projet Bukangalonzo avait failli. En quoi? Avait échoué? Pourquoi? Non, le ministre des Finances, Yav, qui est arrivé à arrêter les financements. C'était tout simplement ça. Et lorsque il y a eu séparation FCC Cash, ceux qui sont venus estimer que c'était Matata, alors on a arrêté les financements tout simplement. Mais je te dis que c'est Matata qui pilotait les projets. Oui, mais quand il est parti, on n'a pas financé. C'est 60 000 emplois créés d'une manière indirecte. 6 000 emplois directs. Mais l'échec de ces projets est arrivé avant Matata ou après Matata? Non, c'est après Matata. Parce que ça m'a... Comment Badibang n'a pas financé, Chibala n'a pas financé, et celui qui est arrivé n'a pas financé aussi. Je t'ai dit que le ministre des Finances à l'époque, Yav, il était de fac, il était de la FEC. Quand il arrive, il a arrêté de financer. Jusqu'aujourd'hui, même dans le budget national, regarde dans le budget, il n'y a pas de rubrique pour Bukangalonzo. Les RLCC militent pour un leadership économique nationaliste. Quelle serait votre stratégie concrète pour stabiliser durablement la monnaie congolaise tout en protégeant le pouvoir d'achat? La question, c'est une thèse. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il faut faciliter la production et ce qu'on appelle la libre circulation. C'est-à-dire, lorsque vous avez produit à Kabalo, il faut que ça soit consommé à Lubumbashi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous sommes encore capables de produire, mais il n'y a pas de voie d'évacuation. Tu ne peux pas transporter sur la tête. Il n'y a pas de chemin de fer. Le fleuve ne fonctionne pas. Alors, il suffit par exemple de draguer le fleuve. Si tu dragues le fleuve ici, et tu permets à tous les affluents d'aller vers le fleuve, les marchandises vont être livrées. Nous utilisons beaucoup les avions. Tu sais qu'à Kinshasa, tu ne peux pas manger les crevettes à 9 heures. Or, Mwanda, Kinshasa, je crois que c'est 30-40 minutes d'avion. Donc, on peut mettre un mécanisme où tu peux prendre, les avions peuvent décoller à 6 heures à Mwanda et atterrir à Ndolo ici, et on a les crevettes. Les poissons de Mbandaka. Pourquoi ça doit venir forcément par bateau et des poissons boucanés? Non, ça peut venir aussi des poissons frais. Donc, on peut mettre très rapidement les agences et encourager d'ailleurs les particuliers à s'y mettre. Je connais une dame ici à Kinshasa, dont je ne cite pas les noms, elle va dans son restaurant, on mangeait une grande quantité de nourriture. Mais après une étude, j'ai appris que tout venait de Kisangani et de Mbandaka. Donc notre politique économique serait d'abord d'encourager les gens, non seulement de produire, mais et d'évacuer. Donc les infrastructures vont être les centres, un socle très rapide. Je termine par exemple de donner un exemple. Si tu es dans les grands Kasaï, on peut prendre Kananga, Chikapa, tout ça. Prenons Mbujimaï. Oui. Mbujimaï jusqu'à Kinshasa, c'est 1600 km. Mais avec des séquences intercoupées, donc vous prenez tantôt le bateau, vous prenez tantôt la rivière Kasaï, et ainsi de suite. Mais c'est 1600 km. Mais Kalamba Mbuji, Chikapa, c'est 200 km. Et donc, notre politique, par exemple, nous, on va privilégier d'asphalter, relier les Kasaï à l'Angola. D'abord, ils sont frères. Hein? Donc, vous les reliez là-bas. Et Luanda, Kalamba Mbuji,
Ça va être 1400 km. Il y aura au moins un gain de 200 km. Pensez-vous que cette baisse du dollar pourrait être exploitée politiquement à l'approche d'un nouveau cycle électoral? Si oui, comment éviter une instrumentalisation de la situation économique? Non, je crois qu'on est encore loin des élections. Il continuera peut-être à faire ce spectacle, mais il y aura inflation au mois de décembre. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de perturbations. Tu vois, il le fait à ce moment où nous sommes à la rentrée scolaire. Ça perturbe un peu. Et puis il y a le mois de novembre, il faut commencer à payer les dettes, préparer les fêtes de janvier. Et tu connais la crise que nous avons au mois de janvier, au mois de février. Je crois qu'il y aura des perturbations. Mais impacter jusqu'aux élections, ça va être encore un peu compliqué de tirer cette conclusion. Mais la réalité, c'est que les gens vont détester encore davantage les chefs. Parce que maintenant, par exemple, imagine, on payait les loyers à dollars. Ouais. Mais si tu vas payer à la fin du mois ici, les bailleurs ne vont pas accepter que tu perds. Il va te dire, mon argent, c'est 30 000 francs. Hein? Mon 10 $ là que je t'avais donné, c'était 30 000 francs. Aujourd'hui, si tu vas payer quelque chose ou acheter, on te dit non, non. Dans un 10 $, non, non. Je me souviens hier, je faisais les travaux de ma voiture et les mécaniciens là, il m'a vendu un truc, il m'a dit c'est 10 $. Moi, par advertence, je n'avais pas en tête les nouveaux taux, j'ai donné 30 000 francs. Maintenant, on me dit non, c'est 10 $, donc 24 000. Tu sais qu'il n'a pas restitué les 6 000. Bagarre, il a refusé. Ah bon? Donc, nous allons nous retrouver dans des crises comme ça. Et l'image politique du chef va être impactée négativement. Après la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington, le gouvernement congolais refuse de paraffer les volets économiques du texte. Selon vous, cette position est-elle justifiée? Moi, ça me fait rire généralement. J'ai suivi encore le ministre de l'Intérieur ce matin. Il est à Paris. Il a accordé une interview sur une chaîne périphérique. On lui donne les commentaires du ministre rwandais des Affaires étrangères. Il dit de quoi il se mêle. Donc il refuse, il considère que les pays limitrophes n'ont aucun commentaire à faire. Bon, ça c'est de un. De deux, il a dit qu'il négocie avec le M23 à Doha. Le M23 qui négocie, c'est le M23 de Kabila ou le M23 de Nanga. On ne sait pas encore très bien. Donc nous agissons comme si nous voulons qu'on puisse nous voir faire. Mais dans le concret, il n'y a pas cette intention d'aller vers la paix. Chacun est en train apparemment de jouer aux mascarades et l'intérêt du peuple n'est pas prioritaire. Alors, je crois que chacun est en train de voir l'intérêt de son chef, mais l'intérêt du peuple n'est pas là. Je te dis, la population souffre sérieusement. À l'intérieur du pays, tout est fait par avion. Mais les gros aéroports ne sont pas exploités. Alors, nous avions tous suivi très récemment, Joseph Kabila a été condamné à mort. Votre lecture? Bon, moi, si je fais un commentaire sur ça, je vais être frappé d'outrage à la magistrature. Mais j'ai dit tout simplement 2-3 choses. Hein. Pourquoi l'amende en dollars? 35 milliards ou 30 milliards en dollars, pourquoi? Je pensais qu'on pouvait les facturer à... Vous ne jouissez pas de la liberté d'expression? Non, il faut faire attention. Je crois qu'il y a des commentaires il faut éviter de faire l'outrage. Parce que si tu regardes, demande à un étudiant déjà non, regarde seulement les commentaires, fais le monitoring de toutes les ambassades, les commentaires nationaux et internationaux. Tout le monde sait que c'est une parodie de justice. Même quand tu regardes l'attitude de magistrat, tu comprendras que c'est un ordre politique, donc c'est un procès politique. Et nous qui sommes politiques, proches de Kabila, facilement nous allons tomber dans l'outrage à la magistrature. Alors, comme c'est une fermeture, moi je l'ai déjà dit, je vais gagner les élections en 2028, je vais l'amnistier. Donc c'est un non-événement en principe, c'est un non-événement. On a laissé qu'ils les fassent, peut-être ils montent les enchères pour leurs négociations à Doha. Peut-être c'était pour un schéma politique, mais ça n'a pas vendu positivement la République. Tu as même suivi hier la Belgique. Mais il ne fallait pas qu'il soit condamné parce que... Non, ce n'est pas ça mon problème. Il est derrière l'AFC, il est derrière le M23. Non, bientôt vous allez vivre des procès juridiques conformes. Hein. Tu vois, quand nous serons au pouvoir, tu vois, les gens vont être jugés même pour $1. Et ça sera public. Les faits sont individuels, tu comprends? Mais il faut attraper quelqu'un pour le juger.
Oui, mais on l'a vu. À Goma, il est entré. Est-ce que tu comprends que je dis qu'il faut attraper quelqu'un pour le juger? C'est une preuve. On l'a vu sur le terrain et on l'a vu avec le M23 à Goma. Tu as fait les études en droit. C'est pour ça qu'on les condamne. Toi, tu as fait les études en droit. Mais on l'a vu avec la société civile. On l'a vu en train de dire aux gens, il veut la paix. Toi, tu l'as dit avec une arme. Ce sont des commentaires comme ça que moi, j'évite de faire. Est-ce que tu me comprends? Tu vas me dire qu'il était à Goma, Nanga aussi était à Monseigneur Chol aussi était à Goma. Bintou était aussi à Goma. Beaucoup de gens sont à Goma. Tu vois ça? Le chef de l'État nous a dit que l'AFC, c'est Kabila. Et moi, je vais... Sur base de quoi il a dit ça? Il est le mieux informé. C'est ce que toi, tu crois qu'il est mieux informé? De nous tous, il est le mieux informé. Je vais te donner un cas. Tu sais qu'un jour, il était à Lubumbashi. Un journaliste a dit que Kabila est à Goma. Il a arrêté le voyage, il est revenu ici. Est-ce qu'il était à Goma? Et un autre journaliste lui a dit que Kabila était à Brazza. Il a arrêté même d'aller faire une cérémonie à Kitambo. Oh, Kabila est à Brazza. Arrêtez avec ça. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Tu comprends, mon frère? Dans cette histoire-là de procès de Kabila, moi et mon parti, nous considérons que c'est une blague. Et dans 784 jours, Kabila sera à Kinshasa parce qu'il va participer à notre cérémonie. Nous allons l'amnistier. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est une comédie, c'est un théâtre qu'on a fait. Ils n'ont qu'à le faire. Heureusement, le ministre de la Justice a dit que même la facturation des avocats n'est pas conforme. Je t'ai dit, suivez le commentaire du monde entier. Personne n'a applaudi les gestes-là. C'est condamné. Mais je te promets que quand nous serons au pouvoir, il y aura une bonne justice équitable. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait faire au lieu et place de condamner Kabila? Il fallait aller au dialogue inclusif? Non, ça n'a pas de rapport. Tu confonds les choses. Ça n'a pas de rapport. Condamner Kabila, on peut le condamner, on l'a fait. Ça n'exclut pas d'aller au dialogue. Bon, maintenant, comme on a déjà condamné Kabila, est-ce que le dialogue a commencé? Tu vois un peu cette contradiction qu'il y a dans ça. Et vous soutenez, vous partagez l'idée du dialogue? Moi, je considère... Faire taire la tension qui règne. Non, moi, je soutiens la guerre. Vous soutenez la guerre? Oui, parce que ça peut aller vite apparemment. Parce que si on doit attendre le dialogue, c'est les caprices des gens. Moi, je préfère qu'ils se battent, que les plus forts gagnent. Parce que là, au moins, ça peut écourter. Lorsque tout le monde croit qu'il est fort, lorsque tout le monde croit qu'il est Pomba, alors, passez à la guerre. Moi, vos histoires-là de dialogue, Doha, Amérique, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Beaucoup de Congolais estiment que la présence persistante de troupes rwandaises à l'Est est une provocation. Quelle attitude la RDC devrait-elle adopter, selon vous, face à ce non-respect de souveraineté? Cette question-là, elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse parce qu'il n'y a pas de troupes rwandaises au Congo. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Et on ne les a jamais vus. C'est sur des suppositions. On n'est jamais en guerre. Ce n'est jamais déclaré. Vous confondez, vous faites beaucoup de confusion. L'article 64 permet, les gens peuvent se résister contre le régime. Est-ce que tu peux me dire à telle localité il y a des troupes rwandaises? Qui peut dire ça? On a vu un ministre de la Défense montrer des photos ici floues. Je crois que c'était des photos des Ukrainiens. Ils nous montraient des photos au lieu d'aller les capturer. Si vous savez là où ils sont, allez les capturer, non? Allez les capturer. Au lieu de nous balancer des histoires qui n'ont pas de sens. Ça, c'est faux. Ça, c'est de la propagande. Qui fait la force de l'AFC présentement? L'AFC, c'est quoi? L'AFC. C'est quoi? L'Alliance du fleuve Congo. Mais moi, je ne sais pas comment je saurais. Qui est derrière l'M23? Est-ce que moi, je suis du M23 pour savoir? Moi, je ne sais pas. Moi, je vois seulement qu'il y a des Congolais qui adhèrent, ils font leur armée. Même chose ici, parti gouvernemental. Moi, ce que moi, je comprends. Pensez-vous que le M23, par eux-mêmes, pouvait aujourd'hui conquérir Sud Kivu et Nord Kivu par eux-mêmes, sans être soutenus par une force étrangère? Moi, j'ai vu les mercenaires dans les rangs gouvernementaux. Pourquoi les mercenaires n'ont pas aidé les FARDC à chasser là où ils sont? Pourquoi vous posez des questions? Si vous pensez qu'ils ont un allié qui les a rendus forts, allez recruter les mêmes alliés. Si vous tenez à voir, si c'est Tyson qui est fort, allez les chercher. S'ils sont forts par quelqu'un, vous allez chercher les Américains, vous allez chercher les Ukrainiens, maintenant vous cherchez partout. Si vous n'avez pas de résultats, négociez. Battez-vous. Les États-Unis et d'autres puissances occidentales se posent en médiateur. Mais au fond, la paix entre la RDC et le Rwanda peut-elle réellement venir de l'extérieur? C'est ce qu'il a montré au début quand il est arrivé au pouvoir, non? Qu'on pouvait s'entendre avec le Rwanda. Kagame est arrivé même au stade, on a chanté pour lui. Lui-même est allé, on a même signé des accords.
Il y a la libre circulation. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais fermé la frontière. D'ailleurs, la chose la plus merveilleuse que Tshisekedi aura commise pendant son règne, c'est de nous faire entrer dans l'EAC, East Africa Community. Ça nous permet la libre circulation des biens et des personnes. On n'est pas en conflit avec les Rwandais, c'est un pays voisin. Ils seront là, ils seront toujours là. Avant ou après Tshisekedi, ils seront là. Donc l'approche que vous avez vis-à-vis du Rwanda, ça ne sera pas notre approche quand nous serons au pouvoir. Et il n'y a pas que les Rwandais qui tuent au Congo, il y a les Burundais, tous les pays limitrophes tuent au Congo. Donc la même approche que vous avez avec Centrafrique, nous aurons avec le Rwanda, l'Angola et partout. Donc nous, on ne peut pas regarder avec vos sentiments si vous avez des querelles de femmes ou des détournements de fonds, de communes. Ça, ce n'est pas notre affaire. Nous voyons l'intérêt de la République, nous voyons la population qui vit à la frontière avec le Rwanda, comment ils doivent vivre. C'est ça notre préoccupation. Barnabé Milingagno, dans cette émission, la voix de la population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes juste après ceci. Voilà, je vous prends la première question. Elle est signée Arlette Moulumba. Arlette dit: si vous étiez aux commandes du pays aujourd'hui, quelle serait votre première décision pour concilier la recherche de la paix, avec la défense de la dignité nationale et des intérêts congolais? Je prendrai mon avion. Moi, je prendrai mon avion, j'irai à Goma. Aller habiter à Goma? Rencontrer les Congolais qui sont là-bas et disent faisons la paix. C'est aussi simple que ça. À Goma, ce sont des Congolais. Ceux qui sont là sont des Congolais. Ils ont changé. Ils sont devenus des chèvres. Ils sont des Congolais, non? Ceux qui sont là ne sont pas des Congolais. C'est à vous de répondre. Tu sais que moi je suis de là. Okay. Moi je suis de là. Ce sont des rebelles. Mon frère, la personne à qui tu poses la question est d'origine de là. Donc j'apprends sur votre plateau qu'ils ne sont pas des Congolais. Goma est sous occupation. Je t'ai dit que ce sont mes frères. Donc je prendrai l'avion. La question est de savoir qu'est-ce que je ferai. Oui. J'irai chez nous, parler à mes frères. Que toi tu considères qu'ils ne sont pas Congolais. Je prends la deuxième question. Elle est signée Jonathan Moulumba. Il n'y a que des Moulumba. Oui, Jonathan dit: cet accord devait symboliser la fin d'un long cycle de tensions entre les deux pays. Craignez-vous que ce refus relance la méfiance et fragilise à nouveau le processus de paix? Il n'y a pas eu d'accord. Il y aura accord que le jour du chef de l'État va signer. Tant que le chef de l'État n'a pas signé, il n'y a pas accord. Deuxièmement, ça fragilise encore davantage parce que ceux qui ont négocié ne sont pas des experts. Ils n'ont pas tenu compte de beaucoup de questions d'ordre fondamental, la question des victimes, la justice pour tous, l'environnement. Il y a beaucoup d'éléments dont nos amis n'ont pas intégré dans leur démarche. Donc ça ne va pas aboutir. Ça va fragiliser parce que la souffrance va continuer. La guerre ne s'arrête pas. Jusque-là, la guerre ne s'arrête pas. C'est une distraction. Il n'y a qu'un petit poignet de gens qui bénéficient des frais d'émission. Mais à part ça, la communauté congolaise ne bénéficie de rien de cette affaire. Nous prenons la troisième question avant de vous libérer. La troisième question est signée Précis Mbenza. Précis dit: face à la méfiance grandissante des jeunes envers la classe politique, comment les RLCC comptent-ils redonner confiance et espoir à cette génération désabusée? Alors, nos experts ont compris que les gens avaient du mal à prononcer. On a enlevé les L. Maintenant, c'est RCC. C'est plus facile. Okay. Rassemblement pour le changement du Congo. Okay. On avait remarqué que cette prononciation de L compliquait un peu les choses. La question voulait savoir comment est-ce que nous allons procéder. Donner la confiance et espoir à la jeunesse qui est désabusée. Lorsque le Congolais comprendra que ça ne sera plus possible de détourner $1, ça ne sera plus possible de voler $1, et que s'il contribue de $1, il verra réellement le travail de ces $1, la confiance va revenir. Nous sommes totalement, il a raison, nous avons totalement désabusé, parce que nous avons des dirigeants qui ont démontré qu'ils ont une gloutonnerie exagérée
Et il y a impunité. Donc quelqu'un peut dire qu'on s'est réunis, on se partage, et la personne circule. Désormais, ça va être très compliqué. Désormais, dans ce pays, tu tires une balle, même si c'est à dire bois de nuit, même si tu es l'enfant de qui, tu répondras devant la justice. Et cette justice, quand elle sera équitable. Tu sais, c'est devant la loi que tout le monde... nous sommes égaux tous devant la loi. Et puis c'est la justice qui trace les limites. Les gens doivent apprendre désormais dans ce pays à craindre ce qui appartient à l'État. Même que tout apporte à Snell, que Boukata fleur et à Pamba et à l'État. Les gens doivent apprendre à craindre ça dans ce pays. Et ça va arriver très vite. Le Congo sera respecté et honoré. Ça va arriver très vite. Il suffit de peu de temps. Écoutez, les gens ont perdu confiance. Pourquoi? Parce que les dirigeants n'ont plus la crainte de l'Éternel. Les gens ne craignent rien ici. On sait que je peux tirer, je peux violer, je peux faire... Bon, ça l'a gagné. Et à Abisso. Ça va être très vite remplacé dans 782 jours. Les Congolais vont comprendre qu'il faut craindre l'État. Parce que réellement, il y aura un État. Si on te dit stop, il y a feu rouge, tu traverses, ça ce n'est pas moi, tu as violé. Et tu vas sentir l'impact. Ça va vite arriver. Mosé avait expérimenté ça ici. Ça n'avait pas pris beaucoup de temps. On a seulement chicoté 2 personnes. Toi qui dis qu'à l'Est, il y a des animaux. Ces animaux-là, ils ont fait un temps à Bukavu, il n'y avait pas de roulage. Il n'y a eu aucun accident, aucun embouteillage. C'est-à-dire, à un moment, il faut savoir seulement quel type de dirigeants il y a. Si les dirigeants sont craignant l'Éternel, craignant la loi, ils aiment le peuple, ils travaillent pour le peuple, la confiance va revenir. Donc il faut demander à mon 3e Moulumba, 4e Moulumba. Non, Précis Mbenza. Ah, lui il aime Mbenza. Je pense que c'est 4e Moulumba. Mbenza, ça va venir. Nous sommes là, toi et moi Mbenza, mettons-nous ensemble et nous allons sauver. C'est notre pays. C'est le patrimoine commun. Nous n'avons que ça. Nous tous, toi et moi, Mbenza et tous, nous n'avons que la RDC comme bien commun. Et on ne peut pas se précipiter d'aller au ciel. Le ciel appartient à Dieu. C'est à nous d'améliorer, mettre le fleur, tu vois. Hein, on est ici dans un beau studio, il y a le froid, les fleurs, tout ça. Et ça se passe très bien. Vous savez, il y a combien de chaînes de télévision à Kinshasa qui invitent les gens ne vont pas. Parce que tu peux entrer dans un studio, tu sors comme si tu viens de faire des incantations. Mais quand le cadre de travail est magnifique, on répond toujours avec des prompteurs, tout ça. Merci. Félicitations. Alors, si vous aviez un dernier mot, quel serait-il? L'émission touche à sa fin. Non, j'étais béni. J'étais béni. J'ai béni l'initiateur de la chaîne. Je vous encourage. Merci. Il faudrait que l'État congolais commence à penser à ce genre d'initiatives subventionnées. Tu vois, ici, on crée l'emploi. On crée l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire ce travail. Informer les gens, c'est très important. L'information, c'est le pouvoir. Il faut soutenir. Félicitations à toi aussi. Je vois que tu es moderne. Tu as une tablette, il y a des prompteurs, des caméras hyper modernes. Voilà. Donc, désormais, avec la technologie, on n'aura plus besoin d'aller à l'IFASIC d'ailleurs. Tout à fait. C'est facile. Donc, merci beaucoup. Nous répondrons prochainement à votre invitation. Merci d'avoir pensé à nous. Peut-être un mot pour vos militants. Bon, travaillons. C'est tous les Congolais qui sont des militants chez nous. Parce que nous préparons les élections. Nous croyons réellement que Dieu va nous aider à travailler pour ce peuple. Est-ce qu'ils adhèrent vraiment? L'adhésion est... Vous savez, tous ceux qui votent ne sont pas adhérents. Les partis politiques demandaient là que 400 000 membres. L'Afrique du Sud n'a pas que 400 000 membres. La Chine, les partis au pouvoir, a seulement 600 000 membres. Les adhérents sont des gens, ils peuvent prendre des cartes, peut-être parce qu'ils sont passionnés, ils veulent faire la politique. Mais les électeurs sont plus importants. Mais nous, notre souci, ce n'est pas avoir ce souci-là de gagner les élections et manger nous-mêmes, non. Nous, on voudrait inculquer, dire aux Congolais que nous sommes issus. D'ailleurs, quand tu m'as demandé de faire le portrait, là où moi je suis né, à Kamituga, à Kabukungu, là au fond, à l'hôpital Mgel, quand je pense à ça, chez ma grand-mère Clotilde, et là où je suis aujourd'hui, c'est seulement l'amour du Congo. Tous mes amis sont à l'étranger. Nous tous, on pouvait aussi partir. Mais Dieu nous a mis à cœur de sauver cette nation. Et nous pensons que ça va aller. Je voudrais aussi terminer par saluer Marie-Ange Mouchoubekwa. Marie-Ange est menacée d'insécurité. Il y a des gens qui veulent monter un dossier contre elle, je crois, pour pousser qu'elle est à l'étranger parce qu'elle est
porte-parole du FCC et les kabylistes. Non, moi j'aime beaucoup Marie-Ange Mchoube, quoi, pour son patriotisme, sa détermination, la dignité qu'elle donne. Elle a plaidé pour le droit de l'homme de notre pays. La voix de la RDC a été portée très loin à Genève. Déstabiliser une dame qui nourrit ses enfants, qui fait ses études dans le business, parce qu'un jour elle a refusé d'obéir à Mbosso ou à qui que ce soit. Non, Dada, sois forte, on est avec toi, et personne ne va te faire quelque chose du mal. Nous, on est là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et voilà qui nous amène à la fin de cet entretien avec Barnabé Milingagno. Nous avons parlé des leadership, des responsabilités et surtout d'engagement citoyen, des valeurs essentielles pour élever les défis du changement en République démocratique du Congo. Le message est clair, les changements ne se décrètent pas, ils se construisent par des actes, par des idées et par des femmes et des hommes qui osent s'impliquer pour la patrie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à notre invité pour sa disponibilité et son regard sur l'avenir du Congo. Restez connectés à Bravo Télévision pour d'autres rendez-vous et des réflexions citoyennes.